Sophie Herford, nous allons parler de Marie-Antoinette, une enquête historique dans l'intimité de la reine, c'est aux éditions City. Alors d'abord, comment vous est venue cette idée ? Je venais de voir le film de Sofia Coppola et c'est vrai qu'elle s'est inspirée d'Antonia Fraser au niveau de ses textes. J'ai été séduite un peu par l'approche, on va dire ouvertement libertine du personnage et je me suis demandé jusqu'à quel point certaines révélations du film pouvaient s'inspirer ou pas de la réalité et si les bases qui reposaient sur les textes d'Antonia Fraser pouvaient révéler des contenus assez brûlants, on va dire. Et je n'étais pas inspirée par la polémique, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir vraiment qui était vraiment Marie-Antoinette, le personnage. Alors, bien évidemment, un XVIIIe siècle libertin, mais qui avait quand même été bien anticipé avec Louis XIV, Louis XV. On se souvient notamment du Barry qui avait créé le parc aux cerfs dans les châteaux de Versailles et dans les bosquets, et que ces bosquets étaient, comme les alcôves d'ailleurs du château, étaient de notoriété publique promise à tout ce qui pouvait toucher au libertinage. Absolument. Parce qu'on sait très bien que cette époque-là, s'y jouaient des parties des Scompativos. C'est des petits jeux, des petits Colin Maillard un petit peu améliorés, où la petite coterie de Marie-Antoinette, les suivantes et tous les proches de la reine pouvaient s'adonner à ce genre de petits jeux, mais qui se finissaient parfois de façon grivoise. C'était finalement un simple Colin Maillard. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est toutes les petites rumeurs de cour, tous les petits jeux auxquels s'adonnait volontiers la reine, mais aussi ces dames qui étaient à ses côtés, Madame de Polignac notamment, puisque Madame de Lamballe étant un petit peu plus sage de réputation, se prêtait moins à ce genre de joute, de jeu. Et j'ai voulu un petit peu exhumer toute cette partie-là, un petit peu mettre en avant cette partie-là que je trouve intéressante. Sophie Herford, nous allons revenir à Louis XVI, le jeune dauphin, qui, semble-t-il, n'est pas très motivé par le rôle qui lui incombe, celui de devenir roi. Il faut dire que Louis XVI n'a pas vraiment la carrure du grand-père de Louis XV. Il manque de charisme, il manque d'expérience. On peut dire qu'il craint un petit peu le pouvoir. Il se pose des questions pour savoir s'il va être légitime ou pas. Et puis, disons-le clairement, au jour de son mariage, le 16 mai 1770, il est un petit peu fuyant par rapport à cette fameuse nuit de noces avec Marie-Antoinette, qui va rester non consommée. Cette union va rester non consommée d'ailleurs pendant plus de 7 ans. Alors c'est vrai que sa vie sexuelle a été un peu chaotique, plus exactement, déniaisée par Lanoireau. Il avait à peine 15 ans quand effectivement il a été déniaisé par celle qu'on appelle Lanoireau, mais qui s'appelle Madame Lambriquet. Et c'est vrai que c'est pas nouveau, parce qu'il y avait comme Louis XIV aussi, qui avait sa propre maîtresse aussi, affublée d'un handicap, on l'appelait la boiteuse, la boitilleuse, la personne de Louise de la Vallière. Donc cette pratique du déniaisement davantage connue chez Louis XIV, un peu moins chez Louis XVI. Quant à Marie-Antoinette, elle est toute jeune et innocente. Marie-Antoinette, lorsqu'elle effectivement est conviée donc à Versailles, est comme assez impressionnée par les fastes, par l'étiquette, par le poids de l'étiquette qu'elle trouve assez lourd à porter. Elle ne comprend pas trop, elle dit souvent que tout cela est ridicule. C'est même repris un petit peu dans la présentation du film de Coppola, comme quoi effectivement il y avait un discours entre Madame de Noailles, responsable de la bienséance et de son éducation, et Madame Noailles lui répond mais ça c'est Versailles. Mais dans l'histoire on sait qu'elle trouvait, il y a comme un fond qui est vrai dans ce discours qui a été un petit peu créé par Coppola, c'est qu'il y a quand même cette crainte de découvrir un univers qui est un petit peu corseté. Donc à la cour de Vienne, c'est pas que ça manquait d'autorité, mais il n'y avait pas ce poids de l'étiquette. Pour une jeune reine qui n'est pas habituée à ça, qui est habituée à une rudesse quelque part éducative, parce que c'est Abbé de Vermont qui l'a éduquée, qui lui a appris à bien écrire. Elle avait une calligraphie qui était très hésitante. On sait que lorsqu'elle va signer ses registres de mariage le 16 mai 1770, elle a cette signature caractéristique qui apparaît comme très hésitante. Mais il se trouve qu'elle se trouve étouffée, et Madame de Noailles, qui est chargée un peu de son éducation, qui est préposée un petit peu à la bienséance, va vite la recadrer et va un petit peu l'effrayer, parce qu'elle lui montre autant les fastes que les us et coutumes de Versailles. L'étiquette devient quelque chose qui est vécu comme un fardeau en fait pour cette jeune reine qui veut vivre d'insouciance et qui à la base a toujours été une jeune fille insouciante et qui a toujours eu du mal à respecter les dogmes, à respecter l'éducation qu'on lui donnait, même à Vienne, même à la cour de Vienne. C'était très difficile pour l'abbé de Vermont d'essayer de lui donner des exercices comme précepteur. Il a eu énormément de difficultés d'enseigner les rudiments éducatifs et elle n'arrivait pas à se concentrer. C'était une enfant, c'est toujours une enfant quand elle arrive à Versailles pour son âge. Elle n'a que 14 ans, Louis XVI n'a que 15 ans. Et donc du coup c'est
très difficile d'avoir une phase d'adaptation complète. Mais elle va s'atteler à parler français à la cour. Elle aura un léger accent saxon. Elle s'en confiera à Madame Oberkirch, une amie à elle, à qui elle dira « Je ne veux parler à la cour de France, donc à Versailles, qu'en français ». Elle va abandonner l'allemand, la pratique de l'allemand. Et puis elle découvre Louis XVI, qui est un garçon timide, un peu disgracieux. Lors des présentations à Compiègne, à la forêt de Compiègne, pour les présentations officielles, pour les fiançailles, le 13 mai 1770, on a quand même un Louis XVI qui reste un petit peu prostré dans son carrosse. C'est vraiment spontanément Louis XV qui va se présenter à Marie-Antoinette, qui lui est vraiment très séduit par la personnalité de la future reine, de la dauphine. Il donne un petit coup de coude à son préposé, il lui dit « Mais a-t-elle de la gorge ?» Donc sous-entendu, est-ce qu'elle a de la poitrine ? Donc déjà, on sait que Louis XV n'est pas très farouche concernant les affaires sensuelles, les affaires intimes. Et donc finalement, Louis XVI aura quand même une phase d'intimidation qu'il va devoir dépasser face à cette jeune beauté qu'au début tout le monde admire et que tout le monde plus tard va admirer sur Paris jusqu'à un certain point, jusqu'à la déchéance qui suivra. Mais au début, elle est adulée, elle est vue comme une petite poupée, elle n'est pas vue comme tout de suite l'Autrichienne, comme l'ennemi du régime, quoi. Alors on sait donc Louis XVI, on l'a dit, peut porter sur le sexe, mais est-ce que c'est des raisons de timidité ou simplement un problème par rapport à la malformation qu'il a et qui le gêne finalement ? Alors Louis XVI a toutes les bonnes raisons d'avoir des difficultés à avoir une vie intime épanouie et pour cause il souffre d'un phimosis. Ça l'empêche d'accéder, on va dire, au seuil du plaisir. Il doit renoncer d'une certaine manière aux choses du sexe. Et il va devoir voir des légions de médecins comme Lassande, Lalande-Moreau qui lui vraiment refuse l'intervention chirurgicale pour résoudre le problème, malgré les suppliques de son grand-père, de Louis XV, qui dit mais il faut le faire opérer. C'est pour ça que tout ceci va durer plus de 7 ans. Les atermoiements, etc. Le mariage va être quand même, c'est extraordinaire, va être dur à consommer, va être dur à... On sait que les rapports de Mercier d'Argenteau, l'ambassadeur est responsable des correspondances, que c'est quand même très dur, c'est un combat de tous les instants. Alors la belle Polignac va s'intéresser quand même à cette jeune Marie-Antoinette et puis l'initier tranquillement à son univers à elle, qui est effectivement plutôt libertin. Madame de Polignac, en fait, lorsqu'elle arrive à la cour de Versailles, reste tout de même relativement innocente. C'est comme la noblesse de province, elle est poussée par sa famille pour accéder à un rang social. On sait qu'autour d'elle sévissent les personnages les plus intéressés. Donc elle ne se met pas forcément en avant, on va dire. Mais sous la férule, on va dire, de la princesse d'Hénin, en fait, qui est la première dame de Marie-Antoinette, on sait que la princesse d'Hénin est une mangeuse d'hommes invétérés. C'est elle qui va introduire en fait la favorite, Madame de Polignac, dans les univers un petit peu ouatés, on va dire plus ou moins ouvertement homosexuels, ce climat-là était vraiment très prégnant. Mercier Argenteau disait bien que lorsque la reine s'enfermait avec sa petite coterie dans ses appartements privés, je cite, il disait de la reine qu'elle se livrait à des commerces affectueux. Mais Gabrielle de Polignac, sous l'impulsion de la princesse d'Hénin, qui a beaucoup d'amants, comme son propre mari, qu'on appelle le prince d'Hénin, en blaguant aussi, mais en même temps c'était vraiment c'était prince d'Hénin, va donc pousser un petit peu la reine sur la piste de la déliquescence, mais la reine reste quand même d'une certaine noblesse, c'est-à-dire qu'elle reste très superficielle dans ses échanges, elle ne va pas jusqu'au bout comme la princesse d'Hénin, et Gabrielle de Polignac va sur le tard avoir des conduites très particulières qui vont être relatées par un certain chevalier déesse au niveau de son pseudonyme et qui travaille sur ses mémoires, des mémoires que l'on pourrait contester mais qui pourtant existent bien, sur les nuits de la duchesse de Polignac. Et effectivement, ces écrits aujourd'hui soulèvent de redoutables questions sur la sexualité de la reine mais aussi sur Gabrielle de Polignac. Won't you please
Alors Sophie Harfort, il faut aussi dire qu'autour de Marie-Antoinette et dans la cour, il y a quelques beaux séducteurs. Il y a Axel de Fersen, un jeune officier suédois, intrépide, etc. Le comte d'Artois, qui est le frère du roi. Et puis, vous l'avez évoqué rapidement, le fameux mystérieux chevalier déesse de son patronyme Amédée de Durfort, duc de Duras, et dit l'abbé. Pourquoi l'abbé ? Pourquoi l'abbé ? L'abbé, c'est donc un surnom qu'avait pris donc ce chevalier déesse, parce qu'il signe avec ce pseudonyme en D.S. Donc, qui montre que l'auteur est anonyme. L'auteur des mémoires sur les cadrans de la volupté, les nuits de la duchesse de Polignac, signe effectivement chevalier déesse l'abbé. L'abbé, donc on suppose que c'est en référence justement à la période d'exil des nobles, 3 jours après la Révolution française, où il y a eu effectivement tous les départs, celui notamment de Madame de Polignac, mais il y a aussi ce départ d'un prêtre qui conduisait la berline en fait de la famille de Polignac et qui était l'abbé de la Balivière, le cornu de la Balivière. Donc on suppose que c'est consécutif à cette période-là. Et pourquoi ? Parce que dans les mémoires de ce chevalier déesse, il est dit que l'auteur aurait eu des relations très intimes avec la première favorite de Marie-Antoinette, mais le plus grave, c'est qu'il prétend avoir eu des relations à caractère charnel avec Marie-Antoinette, dans ses mêmes mémoires de 1789. Alors Marie-Antoinette, est-ce qu'elle se laisse encanailler par ses favorites, ou est-ce que finalement, eh bien pour elle, c'est quelque chose de presque naturel ? En fait, Marie-Antoinette ne se laisse pas forcément tout de suite encanailler. On voit que c'est comme une personne dans sa jeunesse insouciante. Elle n'est pas du tout dans le côté libertin, enfin tout du moins au début. Si on se base sur ses mémoires et sur les témoignages de Joseph Hansmayer, on a quand même une personnalité qui n'a pas le degré de libertinage de la princesse des nains, par exemple. Alors, il y a un personnage dont vous avez cité le nom tout à l'heure, c'est Mercy Argenteau. Personnage curieux. Alors c'est qui ? C'est l'œil, l'oreille du roi ? C'est l'œil, l'oreille aussi de Marie-Thérèse d'Autriche. C'est d'abord un ambassadeur, c'est un correspondant de cour. Il est au début attaché à la cour de Vienne, mais il devient attaché à la cour de Versailles. Et c'est lui qui propose d'ailleurs ce mariage auprès de Marie-Thérèse d'Autriche, le mariage entre ces deux jeunes prétendants que sont le futur Louis XVI, Louis-Auguste, et puis Antonia, donc future Marie-Antoinette. C'est vraiment lui qui dit qu'il faut absolument, pour des raisons consensuelles et des raisons politiques, les unir pour des climats d'apaisement politique, mais aussi parce qu'ils semblent les plus proches par l'âge. Visiblement, ça ne sera pas par les affinités, parce qu'on s'apercevra qu'ils n'auront rien de commun, ils auront beaucoup de mal à échanger, et Marie-Antoinette, Antonia, parce qu'au début c'est comme ça qu'on l'appelle, sera assez déprimée au début de découvrir qu'ils n'ont pas vraiment de points communs, et dès qu'on le sait, alors ça c'est un détail qui est un petit peu cru, mais dès le mois de février de l'année 1770, les rapports de Mercy Argenteau disent bien que voilà, la future Marie-Antoinette, entre guillemets, est prête à pouvoir être femme, à devenir femme, donc ça veut dire qu'elle est cyclée, entre guillemets, vraiment, et c'est à partir de là qu'on envisage le mariage. Ça paraît prosaïque, mais c'est à partir du moment où on le sait qu'elle peut potentiellement être gestante, qu'elle est proposée au mariage. L'important, c'est de donner un héritier au trône aussi. Oui, voilà. Le plus important est qu'effectivement, cette union ne reste pas fort clos et dénuée d'héritiers, parce que là, la peur peut-être de la répudiation, on ne peut pas savoir très exactement ce qui se passait dans la tête de Marie-Antoinette à l'idée de se dire qu'elle est restée comme ça pendant près de 8 ans sans pouvoir enfanter, mais on sait qu'il y avait un peu de jalousie, parce que la comtesse d'Artois avait eu un enfant avant elle, il y avait des rivalités de cour, elle déprimait parce qu'elle se disait « je ne vais jamais pouvoir enfanter », et ça lui faisait beaucoup de peine aussi, quoi. On la culpabilisait beaucoup. On lui disait « ne monte pas à cheval », ça c'est la comtesse de Noailles lui disait « mais ne montez pas à cheval, madame, vous allez encore faire une fausse couche », enfin on la culpabilisait en permanence. Et Marie-Thérèse est toujours en embuscade. Ah ben il y a toujours des correspondances, et notamment une correspondance qui pose problème justement, puisqu'il est question d'un certain faiseur qui aurait été évoqué dans une des correspondances qui est reprise justement par Joseph Mayer, où il est dit qu'effectivement, pourquoi ne pas songer au comte d'Artois pour pourvoir au manque, aux carences charnelles du futur Louis XVI, du dauphin. Alors bien évidemment, donc, on fait aussi la fête, on joue à des jeux comme Colin Maillard qui semble bien innocent, et pourtant il y a un après Colin Maillard.
Après le col à Maillard, effectivement, c'est que ça pouvait se terminer dans les fourrés avec peut-être 2 demoiselles, un monsieur qui vient les débusquer, et voilà, et 2 possibilités, 3 éventualités. Enfin bref, on est dans quelque chose qui comme reste grivois. Et Marie-Antoinette, en dehors des parties d'Escampativos, adorait sortir au bal de l'opéra, déguisée, parfois accoutrée à la mode helvétique ou en princesse étrangère. Elle adorait effectivement les soirées de l'opéra à Paris, parce que Paris, finalement, n'étant pas l'étiquette de Versailles, elle avait l'impression de revivre dans des déguisements, dans des costumes où elle puisse renouer l'art de la fête sans la surveillance de celle qu'elle appelait Madame l'étiquette et qui était toujours sur son dos à surveiller ce qu'elle pouvait faire. Et il y a cette fameuse soirée du 3 mars 1778 où elle est escortée par le frère de Louis XVI, Galéor, celui qu'on surnomme Galéor, qui est le comte d'Artois et qui adore lui aussi l'art de la fête, qui adore festoyer, qui adore sortir. Il a une paire de chaussures par jour, 365 paires, plus un bisextile oblige pour changer de vêtements, de chaussures, etc. Il adore festoyer avec la reine. Il s'en donne à cœur joie et il va y avoir un scandale assez choquant où notamment la duchesse de Bourbon voit d'un très mauvais œil que le comte d'Artois s'intéresse à sa suivante, Madame Canillac, et là il va y avoir un conflit assez ouvert et ça va complètement dégénérer. Elle va s'approcher de lui, va être arrogante, elle va lui tirer la barbe, lui va lui donner une cacrelle qui va un petit peu abîmer son masque de foire. La duchesse de Bourbon qui est extrêmement vexée, lui va se vanter de tout cela, ça va avoir des proportions, Marie-Antoinette va défendre carrément son beau-frère. Et tout ceci va se terminer qu'on va les voir repartir bras dessus, bras dessous vers Bagatelle. Et là, on se pose vraiment des questions sur ce qui s'est passé sur cette fameuse soirée qui a toutes les raisons de nous interroger, puisque 9 mois après, il y a eu une naissance pour le moins étrange, mais qui ne coïncide pas avec le calendrier des cycles d'intimité qu'il pouvait y avoir avec Louis XVI. Donc Mercier Argenteau se questionne, mais on essaie d'étouffer un petit peu le scandale et on peut se poser des questions sur finalement les origines réelles au niveau de la paternité par rapport à cette naissance de Marie-Thérèse Charlotte de France, parce que effectivement ça coïncide avec cette fameuse soirée où on a vu Marie-Antoinette et le comte d'Artois partir bras dessus, bras dessous en direction de Bagatelle après ce scandale du 3 mars de l'année 1778. On va garder le suspense, mais il y a quelque chose qui m'intrigue aussi, c'est que finalement la mode féminine s'est arrangée avec cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tardivement, Marie-Antoinette accueille à la cour une certaine Mademoiselle Bertin, qui est donc couturière, mais avec des souches plutôt routurières, mais qui est très inventive, extrêmement créative, et qui vient faire des propositions, comme on ferait une commerciale de grand talent à la cour, où elle propose des nouveaux modèles vaporeux, des robes en percale, des robes légères, des robes transparentes, de gaule transparentes, qui ressemblent d'ailleurs à des nuisettes. Le terme ne peut ne pas plaire en fait aux puristes, mais quand une tenue fait scandale en 1783, au point qu'on demande à Madame Vigée-Lebrun de devoir changer la tenue carrément sur la peinture, la tenue de Marie-Antoinette, parce que c'est refusé dans les salons à Versailles, on est obligé de se poser la question de savoir à quoi servaient ces tenues légères, qui étaient à mon avis bien pratiques pour pouvoir s'adonner à des petits jeux en extérieur dans les bosquets, parce qu'il faut imaginer que si on fait des petites parties d'escampativos avec des robes de grande ampleur, à grands cerceaux, à grands paniers, la chose est infaisable. Au moins avec ces robes novatrices qui sont signées par Mademoiselle Bertin, on a la possibilité de s'amuser, de se divertir, et puis de ne plus se retrouver encombré par le poids de ces grandes robes empesées, lourdes, qu'on avait du mal un petit peu à imaginer, tellement ce sont des robes à coudoir qui sont des robes d'apparat extrêmement lourdes. Avec ces robes-là, on peut s'adonner à tous les plaisirs, et elles sont très faciles à dévêtir une fois qu'on retire le petit nœud à l'arrière, enfin le petit bandeau, qui permet de maintenir la gaule en percale. Souvent c'est du coton ou du percale, et c'est une matière transparente et très vaporeuse. Alors revenons à ce Paris de Bagatelle, illustré par un célèbre tableau peint par Fragonard, Le Verrou. Et en fait, c'est vous qui avez découvert et qui dites sur ce tableau, c'est Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Effectivement, Fragonard n'a pas nommé les personnes qui sont effectivement censées être représentées dans l'œuvre Le Verrou, qui est une œuvre dont on remonte l'origine à 1777.
voire 1778, mais moi je tends pour cette deuxième date. Et il semblerait que sur cette peinture, on reconnaît un peu le mobilier de Lannoy qui se trouvait à Bagatelle et qui était la propriété en fait du comte d'Artois. On reconnaît aussi la robe que portait pour ses fiançailles Marie-Antoinette, pour la rencontre à Compiègne. On retrouve une succession d'éléments qui laisse à penser qu'il pourrait s'agir effectivement de Marie-Antoinette et du comte d'Artois. On a tous les enjeux de ressemblance, mais il y a également cette scène de résistance, puisque en fait, le pari de Bagatelle, c'est quoi? C'est 100 jours pour réaliser Bagatelle. Et si jamais, ça c'est de renommée par contre, on sait que s'il y avait une perte de ce pari, la reine était obligée de verser 100 000 livres au comte d'Artois, mais par contre rien ne dit qu'il n'y ait pas de paiement nature. En contrepartie, on n'a jamais su qu'est-ce que la reine avait promis à son beau-frère en cas d'échec. Et là, donc, l'échec a eu lieu puisqu'on sait que le pari a été tenu et que Bagatelle a été construit en 100 jours. Et sur cette œuvre, on reconnaît énormément de détails communs. Fragonard va quand même s'en ouvrir à l'abbé de Véry, qui est le collectionneur de l'époque, qui est un abbé galant, en fait, un abbé grivois, et va lui confier effectivement qu'il a fait une étrange rencontre, parce qu'il était donc peintre à Bagatelle, il s'occupait de la décoration. Et il va entendre effectivement des échanges dont on ne sait pas si ça pourrait ou pas correspondre à Artois et Marie-Antoinette, puisqu'on sait qu'il y a eu des échanges un peu brutaux, un peu bestiaux, un peu sensuels, un peu charnels. Et de là à dire qu'il s'agit du comte d'Artois qui empêche Marie-Antoinette de quitter les lieux, parce qu'on sait que le verrou, c'est ça, hein, c'est une scène de conflit à la fois charnel, où le modèle au masculin empêche la femme de sortir de la pièce, mais on sait qu'il se joue quelque chose de particulier qui est proche du viol. En fait, le verrou, c'est quoi? C'est aussi le symbole sexuel. Et aussi peut-être une image à Louis XVI, qui était passionné de verrou. Mais on peut reconnaître dans les ressemblances physiques des personnages le comte d'Artois et la coiffure, le physique de Marie-Antoinette. On n'en a pas l'épreuve, mais l'abbé de Véry a voulu vraiment posséder cette œuvre absolument, et il a laissé beaucoup de sous-entendus par rapport à cette œuvre qui pourrait avoir une réelle paternité de modèles. Donc les modèles ne sont pas forcément inconnus sur cette représentation. Quoi qu'il en soit, donc après ce pari perdu par Marie-Antoinette, va naître un enfant, et qui est la future Madame Royale. Oui, Madame Royale, Madame Royale. Marie-Thérèse Charlotte. Alors, surnommée Mousseline la Sérieuse. Pourquoi Mousseline la Sérieuse? Alors, Marie-Thérèse Charlotte voit le jour le 19 décembre de l'année 1778 dans des conditions où la chambre de la reine est surexposée avec tout ce monde qui presque étouffe la reine. Elle n'en peut plus, elle a l'impression que la chambre est chaude, elle est prise de vapeur, de malaise, et elle va beaucoup souffrir pour cet accouchement. Et plus tard, cette petite... L'anecdote qui est drôle, c'est que Marie-Antoinette va se plaindre un moment au roi, qui est ravi que sa femme finalement soit enceinte, va se plaindre qu'un de ses sujets lui manque de respect et lui donne des coups de pied dans le ventre. Effectivement, Marie-Antoinette va quand même aller se plaindre à Louis XVI pour lui dire qu'un sujet de Sa Majesté lui donne des coups, pousse l'effronterie jusqu'à donner des coups. Elle ne va pas dire directement dans son ventre, mais on comprend que c'est une petite image à laquelle Louis XVI est sensible. Il saisit la plaisanterie au vol et il comprend très vite qu'il va devenir papa, mais il a compris l'image qui lui permettait aussi de se rapprocher de Marie-Antoinette et de créer un certain degré d'intimité. C'est vraiment lors de cette première grossesse qu'il y a donc un rapprochement entre Louis XVI et Marie-Antoinette, mais Louis XVI n'est pas non plus trop sûr d'être légitime par rapport à cette grossesse, parce que lorsqu'il y aura cette naissance quand même, il s'empresse quand même à dire autour de lui dans cette chambre, il y a ces déclarations historiques où il dit dépêchez-vous de dire que je suis bien le père, que voilà, il a quand même un doute comme quoi il ne le serait pas. Dans la place, il y a quand même dans cette chambre, il y a De Coigny qui pâlit. On ne sait pas au niveau de la réaction du comte d'Artois, mais on sait que certains se sont regardés, ont échangé de regards
qui était lourd de sous-entendus. Donc la reine aurait-elle eu des amants qui auraient pu être des candidats à cette grossesse? En tout cas, il y en a un qui sait ce qui s'est passé dans cette nuit du 3 au 4 mars de l'année 1778, donc 9 mois avant la naissance de Madame Royale, Marie-Thérèse Charlotte de France. Il y a eu quand même cet épisode de bagatelle où on ne sait pas à quel moment la reine est rentrée à Versailles. Alors ces soirées fastueuses, ces frasques à Paris, à l'Opéra, à Versailles, etc., bien évidemment, ça met à mal quand même les caisses royales et les caisses de l'État. Est-ce que c'est à ce moment-là que le peuple commence à renauder un peu, comme on dit, et puis à voir Marie-Antoinette plutôt l'Autrichienne et la dépensière, la folle dépensière du royaume, ou c'est à un autre moment? En fait, tout au long du règne de Marie-Antoinette, le peuple n'a cessé d'avoir une méfiance grandissante à l'égard de cette femme qui était mais absolument honnie, même par rapport à Louis XVI qui passait pour un personnage plutôt effacé vivant dans l'ombre de sa femme, puisque Mirabeau lui disait bien que finalement Louis XVI n'a qu'un homme dans sa vie et cet homme c'est Marie-Antoinette, elle agit comme un homme, elle est très affirmée, mais elle était tenue en dehors des aspects des préoccupations politiques. On s'aperçoit quand même qu'elle dépense énormément. Elle dépense beaucoup plus pour ses dames de compagnie que pour elle-même. Ça se compte même presque en millions de livres, ce qu'elle pouvait dépenser pour la famille Polignac dans son intégralité. Elle va donner 4 pièces en plus, alors que d'habitude, il y a beaucoup moins de pièces pour l'appartement privé des Polignac qu'elle ne leur est concédée à Madame de Lamballe. Il y a un traitement de faveur aussi financier qui est hors norme pour la dot de sa fille. On est sur des sommes astronomiques, et à partir du moment où il y a une disgrâce juste avant la crise des États généraux qui correspond à 1789, quand il y a eu vraiment le décès de son premier fils qui est décédé suite à une tuberculose, il y a eu une montée de méfiance totale et on commençait à l'appeler l'Autrichienne, Madame Déficit, quoique l'Autrichienne c'est très tôt que c'est arrivé, mais là c'était accentué, on la boudait même aux soirées de l'opéra et à un moment donné ça a failli virer à l'exfiltration. Donc on a vu qu'elle dépensait beaucoup pour le petit Trianon, que ça se chiffre quand même en milliers et en milliers de livres, et on lui a beaucoup reproché ses fastes et ses soirées bals qu'elle organisait diversement, que ce soit à Paris mais également à Versailles et dans ses demeures privées, notamment au Petit Trianon où il y avait effectivement toute sa petite coterie, le comte de Vaudreuil, il y avait de Coigny, Bézinval, Lauzun, enfin tous ses favoris, et elle organisait des fêtes extrêmement coûteuses. Et puis évidemment il y a eu l'affaire du collier qui l'a un petit peu mise en accusation. Mais la reine aurait eu je ne vais pas tout révéler, mais en tout cas un rôle plus affirmé qu'on ne l'a dit dans ce scandale d'affaire du collier. Il y a les portraits d'un côté de Vigier-Lebrun, qui présente une Marie-Antoinette bon chic, bon genre, et puis il y a, et vous en publiez quelques-unes dans votre livre, de représentations prises dans ce que vous appelez les furies utérines, qui sont là des images qui circulent sous le manteau, et qui sont au-delà de coquines, on pourrait dire. Hein. Alors qui se cache derrière ces écrits et ces gravures ? Alors, il y a eu la parution quand même de ces pamphlets avec des caricatures colorisées conservées actuellement à la BNF, mais qu'on appelle les fureurs utérines, donc conservées aux sections de l'enfer de la BNF, où les relations les plus torrides auraient été imputées à la reine. Donc, dedans, il y a énormément de calomnies, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a évidemment des choses qui certainement sont réelles, mais qui ont été mélangées à du pur fantasme. Et donc, bien distinguer les mémoires et les pamphlets. Et les pamphlets mettent en avant le comportement ultra charnel que la reine aurait eu envers le comte d'Artois, mais aussi toute la coterie et envers les femmes de compagnie qu'elle pouvait avoir. Et qui se cache derrière les pamphlets? On a émis l'hypothèse qu'il puisse s'agir du comte de Provence, qui alimentait une haine sans faille envers le couple royal et qui le jalousait profondément. Donc on n'a jamais pu établir avec certitude la paternité de ces pamphlets, mais ces pamphlets ont été présentés comme des brûlots d'infamie qui ont souillé définitivement et sali la reine définitivement. Alors le roi qui, malgré tout cela, on va dire, a fermé un peu les yeux, même s'il allait voir un peu en douce ce qui se passait dans les fêtes et autres, soit déguisé, soit d'un petit peu loin, la reine et le roi vont être attrapés par cette révolution. Sans doute, peut-être en sont-ils aussi quelque part un des éléments de cause à effet. La révolution, la fuite, bien et autres, cette Autrichienne qui doit repartir finalement dans son
dans son pays et qui repart dans son pays. On sent qu'elle n'a pas trop envie d'ailleurs. Et pourtant, elle a quand même, comme le roi, jamais cessé d'être auprès du peuple. Et puis lui, il n'a jamais cessé de l'aimer. Et elle non plus d'ailleurs. C'est vrai que malgré des débuts difficiles entre Louis XVI et Marie-Antoinette, les débuts ont mis beaucoup de temps à se découvrir l'un l'autre. Ils se sont témoignés une dévotion et un soutien énorme face au peuple qu'ils ont refusé d'abandonner quand d'autres étaient en situation d'exil, même si c'est le couple royal, la plupart des nobles qui étaient autour de recommander justement cet exil. Mais ils ont voulu montrer aussi l'amour qu'ils leur portaient, mais aussi l'incompréhension parce qu'ils vivaient vraiment hors des principes de la réalité. Louis XVI n'a jamais été fondé pour le pouvoir, quelque part, il s'en désintéressait, il était passionné de chasse et de serrure. Il n'arrivait pas trop à s'impliquer dans les affaires politiques, les affaires diplomatiques du pays. Il sortait d'ailleurs très peu de Versailles. Je crois qu'il a, dans sa vie et durant son règne, s'est rendu, je crois, à Toulon, mais il n'a pas tellement voyagé finalement hors des murs de Versailles. Et Marie-Antoinette était maintenue dans une espèce d'idéal un peu rustique, une recherche de vie à la Rousseau, de retour au naturel, avec Rambouillet, l'installation de la laiterie, le petit Trianon qui lui permet d'avoir son chez elle où elle se sent bien. Elle ne se sentait pas si bien que ça finalement à la cour de Versailles. Elle se sentait même étriquée et sentait qu'il y avait des ennemis au sein même de son entourage. Mais elle abandonne, on va dire, ses tenues de reine pour vivre comme une paysanne. Alors est-ce que c'était une posture ? Est-ce que... Bien, en fait, lorsqu'elle commence effectivement à entrevoir l'idée de se tenir un petit peu à l'écart de la vie versaillaise, elle a en tête de pouvoir se rapprocher de ses enfants, de pouvoir faire un retour naturel. Elle est passionnée par les théories de Rousseau, par les mines de l'éducation, enfin, le retour à l'état d'origine, l'état de nature que décrit Rousseau. Elle est passionnée de philosophie des Lumières, même si elle ne s'en vante pas allègrement. Elle a besoin de ce retour au naturel, de ce retour aux sources. Mais elle va être critiquée volontairement pour avoir osé se moquer, se défier du peuple en étant, entre guillemets, revêtue comme une paysanne. Elle, au lieu de susciter l'admiration, la compréhension, de vouloir se mettre au même rang qu'eux, au même rang que le peuple de France, elle va être honnie, puisqu'on dit c'est plus une reine, elle se moque de nous, elle est en train de nous singer. Le peuple a très mal pris cette reconversion pastorale chez Marie-Antoinette. Alors, qu'est-ce qui caractérise Marie-Antoinette ? C'est une volonté de vivre pleinement dans l'insouciance, quitte même à se perdre, ou est-ce que ce sont des circonstances ? En fait, Marie-Antoinette a toute sa vie été insouciante par naissance, mais les événements l'ont fait devenir une personnalité courageuse, héroïque, proche de ses enfants et prompte à résister à la crise, parce que quand même, suite à l'intrusion du peuple à Versailles dans la nuit du 5 au 6 octobre de l'année 1789, suite à la révolte du pain quand même, la montée des femmes sur Versailles pour réclamer du pain, on aurait pu se dire que là, elle était bonne pour partir tout de suite, organiser une fuite à l'arraché. Mais non, elle reste. Elle sait que c'est un cauchemar, elle le vivra très mal, elle se confiera sur cette fameuse nuit qui l'a terrifiée, où elle doit partir quasiment en chemise de nuit dans les couloirs de l'Œil de Bœuf pour essayer de regagner les appartements du roi, où elle est complètement perdue, égarée, mais elle choisit de rester, entre guillemets, au front et de pouvoir, renverser la situation. Elle pense qu'elle peut renverser la situation, puisque dans la même nuit, elle apparaîtra au balcon lorsqu'on la réclamera, et alors que l'instant d'avant, on jurait sa perte à coups de fourche, on l'a cherchée partout dans le château, elle apparaît comme sur les balcons, suite à cette intrusion du 5 au 6 octobre de l'année 1789, elle apparaît au balcon, qu'on la demande, on la réclame, et elle aurait pu à ce moment-là se dire « non, je ne vais pas me présenter au balcon », elle est littéralement acclamée. Alors que l'instant d'avant, elle était menacée de mort. Ça veut dire qu'elle a quand même un certain courage. Ce sont les événements qui ont fait devenir Marie-Antoinette, une personne absolument courageuse et téméraire, mais animée aussi par un idéal de concorde avec le peuple. Mais elle va échouer dans cette tâche. Et les choix stratégiques qui ont été opérés autour d'elle n'ont pas été les bons. La fuite à Varennes va être justement un exemple illustrant. Donc en 1791, elle sait que finalement ce choix n'était pas le bon, elle va essayer de se rattraper, mais elle aura beaucoup de mal, elle saura acheter une respectabilité, et à son procès qui est à charge, elle va faire face aux plus graves des calomnies, y compris les accusations d'inceste sur son fils, enfin sur le futur Louis XVII, mais elle va être complètement ravagée de l'intérieur.
on va la représenter dans des caricatures où on la voit, la lèvre amère, où elle regarde le sol quand elle est sur la charrette qui l'amène donc place de la Révolution. Elle se dit mais je ne vais jamais pouvoir me redresser de cette situation, mais elle continue certainement à se dire qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas pris la fuite. Sauf à Varennes, mais à partir du moment où elle comparaît au sein du comité de salut public, elle est jugée, d'ailleurs dans un procès complètement à charge et complètement infondé, où il y a le cruel Hébert qui, lui, est un anarchiste convaincu, qui a juste un titre de journaliste, mais qui se prend à être une espèce de juré complètement accusatoire, complètement avec un ton démesuré. Elle résiste. Et de temps en temps, elle demande à Maître Chevaux-Lagarde, son avocat, son défenseur, si elle a été bonne, si elle a été juste. Et son défenseur a cette phrase merveilleuse, il lui dit « mais soyez vous-même, et tout ira bien ». Elle force d'ailleurs le respect par rapport à son attitude vis-à-vis de l'échafaud. Elle reste digne jusqu'au bout. Elle reste digne, et quand on l'accuse d'inceste, elle dit bien que la nature se refuse à accepter un tel outrage. Elle sait qu'elle ne peut pas accepter de telles accusations, et elle va susciter pendant quelques instants, mais vraiment de courts instants, la sympathie du public, en tout cas des femmes du peuple, qui comprennent que là, les accusations ont été trop loin. Alors votre livre, donc Marie-Antoinette, une vie secrète, enquête historique dans l'intimité de la reine, enquête dans les archives sombres de l'histoire, dans les départements de l'enfer de la Bibliothèque nationale, et qui plonge dans l'intimité de ce XVIIIe siècle. Alors vous soumettez des hypothèses, d'ailleurs vous l'avez dit, vous utilisez justement ces possibilités, ces interprétations, jusqu'alors inédites. Alors est-ce que vous comprenez que ça puisse en déranger certains ? Alors, dans tout ce travail qui a été mené au cœur des archives, à la fois à Épinay, grâce à l'aide aussi du service des archives de Versailles, on a comme un socle historique, mais à partir de ce socle historique, il y a aussi des textes qui sont combattus avec ferveur par, on va dire, certains historiens puristes qui veulent conserver cette image d'immaculée conception qui collait à la reine finalement. C'est une image sacrée à laquelle on a du mal à toucher, et dès qu'on touche à des symboles, on touche à quelque chose qui va un peu bouleverser tout l'échiquier, et toute cette image qui colle à la reine sous l'Ancien Régime. Pour eux, la reine, pour ces personnages, pour ces historiens, la reine doit être une figure intouchable. L'histoire est frappée de culpabilité, mais en étant frappée de culpabilité pour une exécution qui n'était pas légitime, on renonce un peu trop rapidement à tout ce qui faisait l'intimité de la reine. Et une intimité qui a du reste existé, puisque comme je le disais, donc il y aurait eu, avec un petit commis de la guerre, Amédée Durfort de Duras, qui est certainement d'ailleurs l'auteur des Mémoires anonymes dont nous parlions tout à l'heure, le chevalier déesse, Cadran de la volupté, Les nuits de la duchesse de Polignac, écrit en 1789, serait vraisemblablement, d'après mes recherches, de la main même d'Amédée Durfort de Duras, qui était l'homme de chambre de Louis XVI, mais aussi un très proche de Marie-Antoinette. Il était donc commis de la guerre et travaillait sous la férule du prince d'Hénin et du comte d'Artois. C'était un petit jeune homme qui était 2 fois plus jeune que Marie-Antoinette. Mais il y a toutes les raisons de penser qu'il y a eu effectivement des rapports intimes, d'après les mémoires qui sont vraiment sans pareil, qui sont vraiment très troublants. Les mémoires du chevalier déesse ne laissent pas de doute aussi quant à la paternité d'Amédée de Durfort Duras, puisqu'il cite sa famille, il donne des éléments sur les possessions qu'il avait dans le sud de la France. Tout concorde avec Amédée de Durfort Duras. Et la correspondance du 8 août 1819, qui a été écrite plus tardivement, montre un Amédée de Durfort Duras qui continue à être grivois, qui continue à séduire. Donc cette réserve de lettres qui a été achetée aux enchères de Toulon, lettre originale dont je dispose, où il est écrit qu'Amédée de Durfort de Duras souhaiterait, par l'intermédiaire de Madame de Candeille, rencontrer une jeune femme à qui il porte tout intérêt, Madame Simons. Et la lettre est à tonalité très grivoise, et cette Mme Simone, c'était actrice, et le plus drôle de l'affaire, c'est qu'elle a occupé des rôles des rôles dans des pièces de théâtre dans lesquelles effectivement Marie-Antoinette avait joué quand elle faisait partie de la troupe des seigneurs. Il y a comme quelque chose qui frappe un petit peu la curiosité. Et on retrouve la tonalité volontairement coquine, grivoise d'Amédée de Durfort de Duras, qui passe par une tiers de confiance pour rencontrer celle qui est une des merveilleuses, une des plus intrigantes, puisqu'on n'est plus à la période de la Révolution française, mais dans sa vie plus tardive, puisque cette lettre est datée de 1819,
on est toujours dans une forme de continuité, même tardivement. Amédée de Durfort du Duras reste toujours un homme séducteur, un homme marié, mais un homme toujours volontairement séducteur, qui donne des rendez-vous aux Tuileries, un haut lieu de la séduction justement, un haut lieu où on avait effectivement cette tradition de séduction, cette tradition de rendez-vous galants, et même plus, qui collait aux Tuileries, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps à vrai dire. Donc voilà, dont je dispose des originaux, effectivement. Marie-Antoinette, une vie secrète, enquête historique dans l'intimité de la reine, Sophie Harfort aux éditions City. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, effectivement, c'est que les plaisirs de la légèreté sont quand même essentiels à une époque où on oublie que c'est comme la tradition de l'allée des plaisirs et que c'est pas avec Marie-Antoinette que ce règne de plaisir aurait pu décroître. Je crois qu'il faut cesser toute hypocrisie et regarder très clairement la vérité en face. Nous étions dans un siècle de plaisir et d'intimité. Et toutes les personnes qui ont protégé ces intimités-là avaient certes intérêt à ne pas révéler ce qui pouvait se passer dans les bosquets, et notamment Monsieur Campan, qui est donc à l'époque le mari de Madame Campan, donc Henriette Campan, et qui était chargé, on l'appelait le préposé des plaisirs. Il était chargé de surveiller justement les bosquets, que personne ne vienne déranger effectivement à ce moment-là. Donc c'est un peu comme s'il y avait des paparazzis, et voilà, il faut surveiller, et pas de témoins. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir des témoins de tout cela, puisqu'on a effectivement des personnes qui sont chargées de superviser tout cela et de veiller au bon déroulement des choses, que ce soit dans les bosquets ou ailleurs. Donc vive la légèreté, et puis par culpabilité envers l'histoire, ne mettons pas un bâillon, ne jouons pas à Colin-Maillard avec l'histoire. Révélons les choses telles qu'elles sont.